Lors du discours de mon père, il a dit, « Mon fils aura le domaine viticole. Ma fille? Un poste de vendeuse, si elle a de la chance. » Mon frère a râlé, elle foirait même ça. Le silence est tombé quand notre avocat s'est levé. Lors de la réception pour le départ en retraite de mon père, devant toute notre famille et nos amis, il a levé son verre. Mon fils, Tanguy, reprendra le domaine La Vigne, a-t-il annoncé, sa voix résonnant contre les murs de pierre de notre caveau ancestral. Puis, ses yeux se sont posés sur moi, un sourire condescendant aux lèvres. Quant à ma fille, Solène, eh bien, elle trouvera peut-être un poste de vendeuse au Carrefour, si elle a de la chance. Un rire gras a parcouru l'assemblée. Mon frère Tanguy a ajouté, assez fort pour que tout le monde entende, elle foirait même ça. Le silence est tombé quand notre avocat, maître Pélissier, s'est levé lentement de sa chaise. Et à cet instant, personne ne savait que la fête était sur le point de se terminer, et que ma véritable histoire était sur le point de commencer. Bonjour à tous et merci de me rejoindre. Avant de plonger dans les détails de cette soirée qui a changé ma vie, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cette histoire, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est une histoire sur la famille, la trahison et la justice, et je suis heureuse de la partager avec vous, où que vous soyez. Le domaine La Vigne. Pour le monde extérieur, c'était un nom qui évoquait des images de collines verdoyantes baignées de soleil, de grappes de merlot lourdes et pourpres, de bouteilles poussiéreuses contenant des nectars complexes. Pour moi, c'était une cage dorée, magnifiquement ouvragée mais une cage tout de même, et ce soir-là, ces barreaux dorés semblaient se resserrer autour de ma gorge. La grande cave, notre fleuron, avait été transformée en une salle de réception somptueuse. L'odeur distinctive de la pierre humide, du chêne ancien et de la terre se mêlait au parfum plus sophistiqué des lys blancs, les fleurs préférées de ma mère, disposées en gerbes opulentes. Une lumière ambrée filtrait à travers des guirlandes suspendues entre les immenses fûts de vieillissement, baignant la scène dans une atmosphère presque sacrée. J'observais la foule. Des visages familiers partout. Monsieur Gauthier, notre banquier au sourire paterne, celui qui me donnait des caramels quand j'étais enfant en me disant que j'étais sa petite préférée. Il riait de bon cœur à la blague de mon père. Madame Renaud, notre voisine depuis toujours, qui m'avait vu grandir et qui n'oubliait jamais mon anniversaire. Elle détournait le regard, une pointe de gêne sur son visage, mais n'osait rien dire. Tous étaient là, vêtus de leurs plus beaux atours, sirotant notre meilleur millésime, complices silencieux de mon humiliation publique. Ma robe bleue, choisie avec une attention presque désespérée dans l'espoir d'être enfin vue comme une adulte, me serrait soudain la poitrine. Je me sentais comme une enfant à qui on aurait mis une robe de grande personne, une poupée dans un décor trop grand pour elle. Tandis que mon père continuait son discours, un flot de souvenirs amers, de micro-agressions accumulées au fil des ans, déferla dans mon esprit. Je me suis revue à 20 ans, lors d'une séance photo pour un magazine prestigieux sur les dynasties du vin. Le photographe voulait une photo de la relève. Mon père avait posé sa main sur l'épaule de Tanguy, disant « Voici l'avenir du domaine ». Quand le photographe m'a demandé de me joindre à eux, mon père a ri et a dit « Oh, laissez, Solène n'est pas vraiment intéressée par tout ça. Elle est plus artiste. » J'avais été effacée du portrait de mon propre héritage. Je me suis revue lui présentant mon mémoire de fin d'études en marketing, une analyse complète de la stratégie d'exportation que pourrait adopter le domaine. Il l'avait feuilleté en 3 secondes avant de le poser sur un coin de son bureau en disant « C'est très mignon, ma chérie. De belles couleurs. » Le dossier y était encore, prenant la poussière, symbole de mon intelligence ignorée. Chaque souvenir était une piqûre, et la blessure de ce soir était la plus profonde de toutes. Sous la nappe blanche, mes poings étaient si serrés que mes ongles laissaient des croissants rouges dans mes paumes. Je me concentrais sur la douleur physique, une distraction bienvenue à l'agonie de mon âme. Je devais sourire. J'ai donc convoqué ce sourire que j'avais appris à maîtriser, le « sourire La Vigne », un masque de sérénité et d'amusement qui cachait le chaos intérieur. Hervé Lavigne, mon père, était magnifique dans son rôle. L'homme qui s'est fait tout seul, ou du moins, c'est ce que la légende disait. Il parlait avec une aisance qui captivait. Il évoquait les vendanges difficiles, les gelées tardives, les risques financiers, les triomphes.
Une épopée dont il était le seul et unique héros. Tanguy se tenait à ses côtés, le regard brillant d'admiration et d'arrogance, le digne héritier attendant sa couronne. Et puis, le coup de grâce. La blague. Le poste de vendeuse. La condescendance à l'état pur. Le rire de la foule a été une vague qui m'a submergé. Ce n'était pas un rire méchant. C'était pire. C'était un rire de confirmation. La confirmation que j'étais bien à la place qu'il m'avait toujours assignée, celle de la pièce rapportée, de la fille un peu rêveuse, gentille mais fondamentalement incompétente. Mon regard a désespérément cherché un allié et a croisé celui de maître Pélissier. Il n'a pas souri. Il n'a pas applaudi. Il m'a regardé fixement pendant une longue seconde, puis il a très légèrement secoué la tête. Un geste minuscule, presque imperceptible. Un démenti silencieux. À quoi? Je l'ignorais. Mais dans cet océan d'humiliation, ce simple geste était une bouée, un mystère auquel se raccrocher. Je ne savais pas que ce n'était pas de la pitié qu'il me témoignait, mais un avertissement. Il savait. Il savait que la soirée était loin d'être terminée. En rentrant cette nuit-là, le silence dans ma petite Clio de location était plus assourdissant que les applaudissements forcés de la soirée. La route sinueuse qui s'éloignait du domaine était sombre, bordée de rangs de vignes qui ressemblaient à des armées endormies. Chaque virage me ramenait 3 ans en arrière, au jour précis où j'avais pris cette même route en sens inverse, quittant une vie pour en retrouver une autre, sans savoir que je me jetais dans la gueule du loup. J'étais censé être à Paris. Ce n'était pas un rêve, c'était ma réalité. À 29 ans, j'avais enfin réussi à sortir de l'ombre écrasante du nom Lavigne. J'avais un master en marketing du luxe, et je m'étais fait une place dans une agence parisienne très cotée. Je n'étais pas la fille Lavigne, j'étais Solène, la chef de projet qui avait réussi à décrocher le budget d'une grande maison de joaillerie. La semaine de l'appel, mon directeur m'avait convoqué pour m'annoncer que le poste de directrice du pôle digital allait être pour moi. Une promotion. Mon propre bureau. Une reconnaissance de mon travail, de ma valeur. J'avais un appartement charmant à Montmartre, minuscule mais avec une vue imprenable sur les toits de Paris. J'avais mes amis, mes habitudes, ma vie. Puis, le téléphone a sonné. C'était maman. Sa voix, habituellement un velours chaud, était devenue fragile comme de la porcelaine. Ma chérie, je dois te dire quelque chose. Le diagnostic est tombé comme un coup près, cancer du pancréas, stade 4. Inopérable. Quelques mois, peut-être. Le monde s'est effondré. Mon bureau avec vue, ma promotion, mes amis parisiens, tout a semblé futile, dérisoire. Sans même consulter mon père ou mon frère, j'ai pris ma décision. En 48 heures, j'avais négocié mon départ, trouvé une amie pour reprendre le bail de mon appartement et fait 2 valises. Je suis revenue au domaine, non pas en tant que fille de la maison, mais en tant qu'infirmière, cuisinière, chauffeur, confidente. Ma chambre d'adolescente, avec ses murs couleur lavande passée et ses posters de chevaux que je n'avais pas osé enlever, est devenue mon refuge et ma prison. Ma mère, avec son infinie délicatesse, se sentait coupable. Tu as abandonné ta vie pour moi, disait-elle, des larmes dans les yeux. Je la rassurais, ma vie, c'est d'être avec toi. Et je le pensais. Mais le sacrifice était plus lourd que je ne l'avais imaginé. Ce n'était pas seulement le manque de sommeil, les courses à la pharmacie, les odeurs d'antiseptiques. C'était l'usure émotionnelle. C'était tenir la main de ma mère pendant qu'un médecin lui expliquait avec des mots froids la progression de la maladie. C'était regarder de vieilles comédies musicales avec elle, riant toutes les deux pour ne pas pleurer. C'était l'écouter me raconter ses regrets, ses rêves de jeunesse, des secrets qu'elle n'avait jamais confiés à personne. J'absorbais sa douleur, sa peur, et je lui offrais ma force en retour. Pendant ce temps, la vie au domaine continuait, imperturbable. Mon père se montrait 1 heure par jour, s'asseyait maladroitement au pied du lit, parlait de la météo et du cours du merlot, puis repartait, visiblement soulagé d'avoir accompli son devoir. Il ne supportait pas la maladie, la faiblesse. Tanguy, lui, faisait des apparitions. 20 minutes chrono, 2 fois par semaine. Il parlait fort, racontait ses succès, ses projets, comme pour remplir la pièce de sa vitalité et chasser l'odeur de la mort.
Il ne voyait pas que son énergie débordante épuisait maman. Il ne la voyait pas, elle. Un jour, j'étais en train de négocier au téléphone avec la compagnie d'assurance pour un traitement expérimental. C'était complexe, frustrant. J'ai raccroché, épuisé, la tête entre les mains. Mon père est entré dans la pièce. Il ne m'a pas demandé si ça allait. Il a juste dit, « J'ai vu que tu avais laissé ta voiture garée devant le chai. Ça gêne le passage du tracteur. Peux-tu la déplacer s'il te plaît ?» J'étais invisible. Mon combat, mon épuisement, ma détresse, tout était transparent à ses yeux. Je n'étais qu'un élément fonctionnel, et ce jour-là, j'étais un élément dérangeant. J'ai compris que mon sacrifice n'était pas vu comme un acte d'amour, mais comme un retour à la normale. La fille, celle qui n'avait pas réussi dans le vrai monde des affaires, revenait au foyer pour s'occuper des tâches domestiques et des soins. C'était mon rôle, ma place. Et ce soir, à cette fête, en me promettant un avenir de vendeuse, mon père ne faisait que verbaliser ce qu'il pensait depuis le début. Mon sacrifice ne valait rien à ses yeux. La trahison a un goût de cendre. Elle s'installe au fond de votre gorge et vous empêche de respirer. J'ai connu ce goût pour la première fois non pas dans une salle de réunion glaciale, mais dans la chaleur étouffante de la chambre de ma mère, quelques mois avant sa mort. Le domaine était en danger, même si mon père et mon frère refusaient de l'admettre. Nos ventes s'érodiaient, grignotées par des vins du nouveau monde plus audacieux, plus en phase avec leur époque. Notre image de marque, autrefois notre plus grande force, était devenue un carcan. Nous étions classiques, traditionnels, prévisibles. En d'autres termes, nous étions devenus vieux. Mes nuits étaient courtes, hachées par les besoins de ma mère. Dans ces heures silencieuses, quand toute la maison dormait, mon ancien cerveau de marketeuse s'est réveillé. Je ne pouvais pas abandonner. Le domaine, c'était aussi l'héritage de ma mère, de mes grands-parents. J'ai commencé à faire des recherches, à analyser les tendances, à dévorer les rapports de l'industrie. Et une opportunité m'a sauté aux yeux, une évidence que l'orgueil de mon père et de mon frère les empêchait de voir, le rosé. Pas n'importe quel rosé. Un rosé pétillant, fin, élégant, présenté dans une bouteille moderne. Un produit qui pourrait séduire une nouvelle clientèle, plus jeune, plus féminine, plus connectée. L'idée m'a électrisée. C'était plus qu'une stratégie commerciale, c'était un souffle de vie. J'ai passé des semaines à peaufiner le concept. J'ai utilisé mes anciens contacts pour obtenir des études de marché confidentielles. J'ai discuté des aspects techniques avec Fernand, notre maître de chai, qui a tout de suite vu le potentiel. J'ai même dessiné des esquisses pour le packaging, une bouteille épurée, une étiquette minimaliste, et un nom qui venait du cœur, Cuvée Élise. C'était mon hommage, ma façon de lier le passé et l'avenir, de prouver que la tradition pouvait être innovante. J'ai compilé le tout dans un dossier de présentation complet, aussi professionnel que ceux que je préparais dans mon ancienne agence. Et puis, j'ai commis l'irréparable. Poussé par un reste de loyauté familiale, par le désir insensé d'être enfin reconnu, j'ai présenté mon projet à Tanguy. Je l'ai intercepté un après-midi, dans le grand salon. Je lui ai expliqué mon idée avec toute la passion dont j'étais capable. Il a écouté, ou a fait semblant, en feuilletant le dossier. Son visage était indéchiffrable. Intéressant, a-t-il lâché, avant de poser le dossier sur une table basse. J'y réfléchirai. J'y réfléchirai. Ces mots auraient dû m'alerter. 2 semaines plus tard, mon père nous a réunis dans son bureau. Une réunion stratégique. J'y suis allé le cœur battant, espérant que Tanguy allait me donner ma chance. Il s'est levé, a projeté une présentation sur le grand écran. C'était ma présentation. Mes chiffres, mes graphiques, mes mots. Il a présenté l'idée du rosé pétillant comme si elle venait de jaillir de son esprit. Il a même eu l'audace de proposer le nom, Cuvée Élise, en précisant que c'était sa façon de rendre hommage à maman dans ses moments difficiles. J'étais physiquement incapable de parler. L'air semblait s'être retiré de mes poumons. J'ai regardé mon père. Ses yeux brillaient d'une fierté aveugle. Magnifique, Tanguy. C'est du génie. Voilà l'esprit d'entreprise des Lavignes. Quand j'ai enfin retrouvé ma voix, un misérable filet de son nez sorti, mais, c'est moi qui. Mon père m'a coupé net.
Solène, nous parlons de choses sérieuses. Ton frère a une vision, lui. Laisse-le travailler. Tanguy, bien sûr, a tout gâché. Pressé de s'attribuer le mérite, il a bâclé la production, a choisi des partenaires bas de gamme. Le lancement a été un fiasco. Devant les employés, réunis dans la cour du domaine, il a eu le culot de déclarer « L'idée de départ de ma sœur était trop sentimentale, trop féminine. Le marché n'était pas prêt. J'ai essayé de sauver les meubles, mais on ne peut pas faire du bon vin avec de mauvaises idées. Il ne m'a pas seulement volé mon travail. Il a utilisé son propre échec pour me faire porter le chapeau, pour me discréditer publiquement et définitivement. La trahison était totale. À ce moment précis, j'aurais pu hurler, tout casser, quitter cet endroit pour ne plus jamais revenir. La haine que je ressentais était si pure, si intense. Et vous, à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous confronté votre famille ou auriez-vous cherché un autre moyen de vous venger? Laissez-moi un commentaire, j'aimerais vraiment savoir. Il a piétiné mon travail, mais sans le savoir, il venait de me donner la rage nécessaire pour déterrer les secrets que ma mère avait enterrés si profondément. Après l'humiliation de l'échec du rosé, j'ai cessé de me battre. J'ai cessé d'essayer de prouver ma valeur. Je me suis replié sur moi-même, me consacrant entièrement à ma mère, créant une bulle de douceur dans un monde de brutalité. C'est dans cette bulle que les paroles de ma mère, chuchotées un soir où la douleur était plus forte, ont commencé à germer en moi. Ne te mesure jamais à eux, Solène. Ils cassent. Toi, tu construis. Même quand personne ne regarde. Construire. Ce mot est devenu mon obsession silencieuse. Comment construire quand on n'a ni outils, ni terrain? La réponse se cachait dans la poussière du temps, au grenier. 1 an s'était écoulé depuis la mort de maman. Mon père, dans un élan de rangement, m'avait demandé de faire le vide dans ses affaires. Une tâche cruelle, qu'il ne voulait pas assumer lui-même. Le grenier du domaine était un labyrinthe de souvenirs. L'odeur du bois sec, du papier jauni et de la lavande séchée flottait dans l'air. Des raies de lumière dansaient dans la poussière, illuminant des meubles recouverts de draps fantomatiques, mon vieux tricycle, des caisses de livres. Je me sentais comme une archéologue de ma propre vie. C'est en déplaçant une lourde malle en osier, celle où ma mère gardait ses souvenirs de jeune fille, que je l'ai vue. Coincé entre la malle et le mur, un grand livre de contes relié en cuir noir, si simple qu'il en était presque invisible. Aucun titre. Aucune inscription. Par pure curiosité, je l'ai ouvert. La première page portait l'écriture ronde et appliquée de ma mère, une écriture que je connaissais par cœur. Mes comptes personnels, Élise Lavigne. J'ai souri tristement, m'attendant à trouver des listes de dépenses pour le jardin ou des factures de robes. Mais ce que j'ai découvert était d'une toute autre nature. C'était le journal de bord d'une rébellion financière. C'était l'histoire d'une femme qui, privée de pouvoir, avait décidé de s'emparer du seul pouvoir qu'on lui laissait, mépriser l'argent. Le premier enregistrement datait de plus de 20 ans. Héritage de papa 500 000 francs. Je me souvenais de cet héritage. Mon père l'avait qualifié de gentil petit pécule, de monnaie de poche pour ses frivolités. Il n'y avait plus jamais prêté attention. Mais ma mère, elle, l'avait fait. Page après page, j'ai suivi le parcours de cet argent. Elle ne l'avait pas dépensé. Elle l'avait investi. Et elle l'avait fait avec une intelligence et une patience infinies. La deuxième entrée du livre a fait battre mon cœur plus vite. Ouverture du compte d'investissement fiduciaire, gestion Monsieur Victorien Pélissier. Notre avocat. La stratégie de ma mère était d'une simplicité géniale. À chaque fois que le domaine avait eu besoin de liquidités, à chaque fois qu'un actionnaire minoritaire avait voulu vendre ses parts, le fonds discret de Maître Pélissier était là. Il rachetait les actions pour le compte d'un groupe d'investisseurs privés qui, en réalité, n'était qu'une seule et même personne, ma mère. Elle utilisait l'argent de son héritage, puis les dividendes générés par ses propres actions, pour grignoter, part, le capital de l'entreprise de son mari. Je suis restée assise pendant des heures sur le plancher poussiéreux, le souffle coupé. C'était un coup de maître. Une partie d'échecs jouée sur 2 décennies, dans le silence le plus total. Mon père, si fier de son sens des affaires, n'avait rien vu. Il était tellement aveuglé par l'idée que sa femme était une créature domestique,
incapable de comprendre le monde de la finance, qu'il n'avait jamais posé les bonnes questions. Il pensait que Pélissier lui rendait service en trouvant des investisseurs fiables. Il ne savait pas que le plus grand investisseur du domaine dormait à côté de lui chaque nuit. Quand j'ai refermé le livre, je tremblais. J'avais besoin de le partager, de le confronter. J'ai trouvé Tanguy dans le salon, en train de lire un journal économique. Je lui ai tendu le livre. Regarde ce que j'ai trouvé. C'est ta maman. Il l'a pris, l'a feuilleté avec un air d'impatience. J'ai vu son regard s'arrêter sur les chiffres. Un rictus a déformé ses lèvres. Ah oui. La fameuse comptabilité de maman. Elle était méticuleuse. Elle aurait fait une excellente gouvernante. Il m'a rendu le livre comme s'il était contaminé. Ne perds pas ton temps avec ces vieilleries, Solène. Laisse la finance à ceux qui s'y connaissent. Il n'avait rien compris. Ou plutôt, il refusait de comprendre. L'idée que notre mère, sa mère, ait pu être plus intelligente et plus puissante que lui était tout simplement inconcevable. Tanguy pensait que ce n'était que des chiffres sur du vieux papier. Il ne réalisait pas qu'il regardait l'acte de propriété de son propre royaume. Le mépris de Tanguy a été la dernière pièce du puzzle. Sa cécité volontaire m'a fait comprendre que je ne pourrais jamais gagner en utilisant la logique ou la raison. Il ne me croirait jamais. J'avais besoin d'une autorité irréfutable, d'une voix qu'il ne pourrait pas ignorer. Et cette voix allait bientôt m'appeler. Un mardi soir, alors que la pluie d'automne tambourinait contre mes fenêtres, mon téléphone s'est allumé. Un numéro que je connaissais bien, mais qui ne m'avait jamais contacté directement, celui du cabinet de maître Victorien Pélissier. Mon estomac s'est noué. Allô, Solène, c'est Victorien Pélissier. Sa voix, habituellement si posée, était empreinte d'une gravité inhabituelle. Maître. Est-ce que tout va bien? Il faut que nous nous voyions. Demain. C'est important. Cela concerne votre mère. Il a marqué une pause. Et s'il vous plaît, venez seul. Cela doit rester strictement entre nous pour le moment. Le lendemain, je l'attendais dans un petit salon de thé du vieux Bordeaux, un endroit feutré avec des fauteuils en velours et une odeur de cire d'abeille. J'avais l'impression d'être un personnage dans un roman d'espionnage. Quand il est arrivé, son visage habituellement lisse était marqué par la fatigue. Il a commandé un café noir et est allé droit au but. Solène, je suis le fiduciaire de votre mère depuis plus de 20 ans. Mais je suis aussi le gardien d'une promesse. Il a posé sa lourde mallette en cuir sur la table et l'a ouverte. Élise était une femme d'une intelligence exceptionnelle. Mais elle était aussi une femme de son temps, consciente des limites que la société et sa propre famille lui imposaient. Elle savait qu'un jour, vous auriez besoin d'aide. D'une arme. Elle me l'a confiée, avec des instructions très strictes. Il a sorti une grande enveloppe en papier craft, scellée d'un cachet de cire rouge vif, presque agressif, marqué de l'initiale E. Mon nom, pour ma fille, Solène, était écrit de sa main. Le simple fait de voir son écriture a fait monter les larmes à mes yeux. Elle m'a fait jurer de ne vous la remettre qu'à 2 conditions, a continué l'avocat. La première, après sa mort. La seconde, quand je vous jugerai prête à en assumer le contenu. Après ce qui s'est passé à la fête de départ de votre père, je crois que ce moment est venu. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à briser le seau. Le craquement de la cire a résonné dans le silence du salon de thé. À l'intérieur, 2 documents. Une épaisse liasse de feuilles manuscrites, et un testament officiel. J'ai commencé par la lettre. Ma chérie, ma Solène, si tu lis ces lignes, c'est que ma plus grande peur s'est réalisée, je suis partie en te laissant seule face à eux. Et pour ça, je te demande pardon. Le plus grand regret de ma vie n'est pas ce que je n'ai pas accompli, mais ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas su te défendre. J'ai regardé ton père t'ignorer et ton frère te diminuer, et je suis restée silencieuse, espérant que la paix prévaudrait. J'ai eu tort. La paix obtenue au prix de la dignité de son enfant n'est pas la paix, c'est une reddition. J'ai dû m'arrêter, une douleur aiguë dans la poitrine. C'était comme si elle me parlait, là, en face de moi. Mais mon silence, ma chérie, n'était pas de l'inaction. C'était une couverture. Pendant que ton père bâtissait son empire à la lumière du jour, j'ai bâti le mien dans l'ombre. L'argent que mon père m'a laissé,
et que le tien a toujours considéré avec mépris, a été ma liberté secrète. J'ai investi, patiemment, intelligemment. Je ne suis pas seulement une actionnaire du domaine La Vigne, Solène. J'en suis devenue, au fil du temps, l'actionnaire majoritaire. J'ai levé des yeux incrédules vers Maître Pélissier. Il a hoché la tête, confirmant l'incroyable. Dans cette enveloppe, continuait la lettre, tu trouveras ma véritable volonté. Pas le document que j'ai signé sous le regard de ton père pour acheter la paix, mais ma vraie décision, celle d'une mère pour sa fille. Ce que je te lègue, ce n'est pas de l'argent. C'est le pouvoir de choisir. Le pouvoir de rester et de te battre, ou le pouvoir de partir et de construire ta propre vie, loin d'eux. Quoi que tu décides, ce sera la bonne décision. Sois libre, ma chérie. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. J'ai déplié le testament. Les mots légaux étaient froids, mais leur signification était un brasier. Je sous-signais, Élise Lavigne, lègue l'intégralité de mes biens, et la totalité de mes parts, soit 65%, du capital, à ma fille unique, Solène Lavigne. Le monde a basculé. Je n'étais plus la fille sans importance. J'étais la propriétaire. J'étais le pouvoir. Le testament n'était pas une arme. C'était une clé. La clé de ma propre prison. Restez avec moi pour découvrir comment j'ai décidé d'utiliser cette clé. Sortir du salon de thé, c'était comme émerger d'un monde souterrain pour revenir à la lumière. La vie normale de Bordeaux continuait autour de moi, les trams qui glissaient, les gens qui riaient aux terrasses des cafés, mais pour moi, rien n'était plus normal. Dans mon sac, j'avais une bombe nucléaire, une liasse de papier capable de raser de la carte le monde que j'avais toujours connu. Les jours suivants, j'ai vécu dans une sorte de brouillard. Maître Pélissier et moi nous sommes revus plusieurs fois, dans la discrétion de son étude au mur lambrissé. Il m'a exposé la situation avec une clarté juridique implacable. Le testament était blindé. Les 3 témoins étaient irréprochables. Les documents financiers étaient parfaitement en ordre. Il n'y avait aucune faille. Ils pourront crier, tempêter, contester, m'a-t-il assuré. Ils dépenseront une fortune en frais d'avocat, mais à la fin, ils perdront. La loi est de votre côté, Solène. Et plus important encore, la vérité l'est aussi. La question n'était plus légale, elle était devenue stratégique. Morale. J'aurais pu demander à Maître Pélissier de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de procéder à un changement de direction en bonne et due forme. Une prise de pouvoir propre, clinique, efficace. Mais cela me semblait insuffisant. Une victoire administrative ne guérirait pas les blessures de l'âme. La justice, pour être complète, devait être symbolique. L'humiliation devait être réparée là où elle avait été infligée. En public. C'est ainsi qu'est née l'idée folle, terrifiante et absolument nécessaire de tout révéler lors de la fête de départ de mon père. C'était leur apothéose, leur moment de gloire dynastique. Ce serait donc le lieu de la redistribution des cartes. Quand j'ai soumis l'idée à Maître Pélissier, il n'a pas sourcillé. Il a simplement ajusté ses lunettes. C'est un risque énorme. Mais votre mère aurait admiré ce panache. La semaine précédant la fête a été un supplice. Je devais jouer mon rôle. La fille déçue mais résignée. J'ai aidé à choisir les fleurs, j'ai donné mon avis sur le menu, j'ai souri aux blagues de mon père. Chaque sourire était un effort surhumain. Je me sentais comme une espionne en territoire ennemi. La tension était si forte que j'avais l'impression que mes nerfs allaient lâcher à tout moment. Et puis, le doute a commencé à s'infiltrer, comme une humidité glaciale. La veille de la fête, l'insomnie m'a saisi. Je me suis levée et je suis allée dans le petit salon de mon appartement. Sur une étagère, il y avait cette vieille photo de famille. J'avais 6 ou 7 ans. J'étais juchée sur les épaules de mon père, dans les vignes, en plein été. On riait tous les deux aux éclats. Le soleil filtrait à travers les feuilles de vigne. C'était une image de bonheur parfait. Où était passé cet homme? Ce père qui me semblait un géant protecteur? Une vague de tristesse et de culpabilité m'a submergée. Allais-je vraiment détruire cet homme? Le déposséder publiquement de l'œuvre de sa vie, le jour même où il célébrait son accomplissement? N'était-ce pas d'une cruauté infinie?
Et Tanguy, mon frère. Malgré tout le mal qu'il m'avait fait, nous avions partagé la même enfance, les mêmes secrets, les mêmes jeux. N'y avait-il pas une autre voie? Un compromis? J'ai pris mon téléphone. Mon doigt a survolé le nom de Maître Pélissier. Je pouvais tout arrêter. Je pouvais accepter de rester dans l'ombre, peut-être négocier une part plus juste, sans tout faire exploser. Rester une famille, même dysfonctionnelle. Après tout, n'était-ce pas ce que ma mère avait fait toute sa vie? Acheter la paix? Mais en pensant à ma mère, ce n'est pas son silence qui m'est apparu, mais le regret dans sa lettre. Ne fais pas comme moi. Sois libre. Être libre, ce n'était pas éviter le conflit. C'était l'affronter. J'ai pensé à la cuvée Élise que Tanguy avait sabotée. J'ai pensé aux mots mignons de mon père pour mon mémoire. J'ai pensé à toutes les fois où ma voix avait été étouffée. Et j'ai su. Reculer maintenant, c'était trahir ma mère une seconde fois. C'était me trahir moi-même. J'ai reposé le téléphone. Le doute s'était dissipé, remplacé par une clarté froide. J'ai choisi ma robe pour le lendemain. La robe bleue. Ce ne serait pas une robe de victime. Ce serait une armure. J'allais entrer dans cette pièce en tant que fille invisible. Mon seul espoir était d'en sortir en tant que femme qui s'appartenait enfin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? La cave était remplie d'une chaleur humaine et de l'odeur du vin. Tanguy venait de conclure son discours. Un discours à sa propre gloire, déguisé en hommage à notre père. Il a levé son verre, le public a applaudi poliment, et un sentiment de fin de soirée a commencé à s'installer. Les conversations reprenaient, les serveurs commençaient à débarrasser. C'est à ce moment précis, dans ce flottement, que maître Victorien Pélissier s'est levé. Il n'a pas fait de geste brusque. Il s'est simplement mis debout, au fond de la salle. Mais sa haute silhouette et la gravité de son expression avaient quelque chose de théâtral. Un à un, les regards se sont tournés vers lui. Les murmures se sont tus. En quelques secondes, un silence étrange, interrogateur, s'est emparé de la cave. Mon cœur a commencé à battre une chamade assourdissante. Mon père, surpris, a pris le micro. Victorien? Un dernier mot pour la route, mon vieil ami? Son ton était jovial, mais une pointe d'agacement perçait. Un mot d'une importance capitale, Hervé, a répondu l'avocat, et sa voix, sans être forte, a semblé emplir chaque recoin. Avant que cette soirée ne se termine, il y a un point essentiel de la succession du domaine Lavigne qui doit être clarifié. Publiquement. Le mot « succession » a provoqué une onde de choc. Tanguy, qui paradait près de l'estrade, s'est immobilisé, son sourire se figeant. Il a échangé un regard perplexe avec mon père. Maître Pélissier a traversé la salle, ses pas résonnant sur le sol en pierre. Il est monté sur l'estrade, a posé sa mallette sur le pupitre avec un claquement sec. Il a sorti l'enveloppe en craft. Le sang a reflué de mes joues. Ça y est. Hervé, Tanguy, a-t-il dit en les regardant droit dans les yeux. Toute cette soirée repose sur une conviction, que le testament signé par Élise il y a 5 ans est sa dernière volonté. Évidemment que ça l'est, a lancé Tanguy, agressif. Où veux-tu en venir? J'en viens au fait que vous êtes dans l'erreur. Maître Pélissier a sorti le document officiel. Son geste était lent, précis. Voici le véritable et dernier testament d'Élise Lavigne. Rédigé, signé devant témoins et notaires, 6 mois avant son décès. Ce document annule et remplace de plein droit tous les testaments précédents. Si un éclair était tombé dans la cave, l'effet aurait été moins saisissant. Le visage de mon père est passé du rouge à la pâleur cireuse. C'est absurde. Une plaisanterie de mauvais goût. Lisez-le vous-même, Hervé. Mais permettez-moi, pour l'Assemblée, de citer le passage le plus important. Il a chaussé ses lunettes, le silence était si profond qu'on aurait pu entendre une grappe de raisin tomber. Je, sous-signé, Élise Lavigne, saine de corps et d'esprit, lègue l'intégralité de mes biens mobiliers et immobiliers, ainsi que la totalité de mes parts dans la société d'exploitation du domaine Lavigne,
représentant 65% du capital de ladite société, à ma fille unique, Solène Lavigne. Un haut collectif a parcouru la salle. Madame Renaud a porté la main à sa bouche. Le verre de Monsieur Gauthier a heurté la table avec un bruit sec. Tanguy a explosé. C'est un faux. C'est impossible. Elle a. Son doigt accusateur s'est tendu vers moi, tremblant de rage. Elle l'a manipulé. Elle a profité de sa maladie pour lui faire signer n'importe quoi. La voix de Maître Pélissier est tombée, tranchante comme une lame. Je vous déconseille de poursuivre sur le terrain de la diffamation, Tanguy. Le testament a été cosigné par 3 témoins, dont le docteur Fournier, l'oncologue de votre mère, qui a rédigé une attestation médicale certifiant de sa parfaite lucidité et de sa pleine capacité de jugement au moment de la signature. Toute contestation serait non seulement futile, mais indécente. Tanguy est resté pétrifié, le souffle coupé. L'avocat a alors pris la lettre manuscrite. Élise a également laissé une lettre, avec pour instruction qu'elle soit lue ce soir. Et il a commencé à lire. Il a lu l'amour de ma mère, ses regrets, sa douleur de m'avoir vu traité comme une quantité négligeable. Sa voix ne tremblait pas. C'était la voix de la justice elle-même. Mon père, hors de lui, a tenté de lui arracher le micro. Assez. Cette folie a assez duré. C'est là que je me suis levée. J'ai senti tous les regards converger vers moi. J'ai marché, calmement, jusqu'à l'estrade. J'ai pris, avec une douceur infinie, le micro des mains tremblantes de mon père. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé mon frère. J'ai regardé la foule médusée. Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement souri. Pas mon ancien sourire de façade, mais un sourire nouveau, un sourire de libération, un sourire qui venait du plus profond de mon être. Puis, j'ai reposé le micro sur le pupitre, je leur ai tourné le dos, et au milieu d'un silence de cathédrale, j'ai quitté la salle, la tête haute. Je suis parti sans un mot, laissant le chaos derrière moi. Mais je savais que leur guerre contre moi ne faisait que commencer. Les portes du chai se sont refermées derrière moi, étouffant le brouhaha naissant. L'air frais de la nuit m'a frappé au visage, un baume glacé sur mes joues en feu. J'ai marché sans but dans l'allée gravillonnée, le son de mes pas étant la seule chose réelle dans un monde qui venait de basculer. Je m'attendais à ressentir de la joie, du triomphe. Au lieu de ça, il n'y avait qu'un vide immense et une certitude glaciale, la paix était terminée. La guerre a commencé dès le lendemain matin, à 8 heures précises, par un appel de l'avocat de mon père. La voix était mielleuse, mais les mots étaient des poignards. Ils allaient contester le testament, bien sûr. Leur angle d'attaque était prévisible, abus de faiblesse. Ils allaient me traîner dans la boue, m'accuser d'avoir profité des derniers moments de ma mère, d'avoir extorqué une signature à une femme diminuée par la drogue et la souffrance. Ce n'était que le début. Tanguy, incapable de gagner sur le terrain légal, a déplacé le combat sur son terrain de prédilection, celui de la rumeur et du dénigrement. Il a activé son réseau, appelant personnellement nos plus gros clients, les restaurants étoilés, les distributeurs internationaux. Il ne les a pas menacés. C'était plus subtil. Il leur a servi une version édulcorée de l'histoire, pleine de tristesse et d'inquiétude. Il leur a parlé de sa pauvre sœur, si fragile émotionnellement, qui, dans un geste désespéré, avait influencé leur mère malade. Il a insinué que l'avenir du domaine était désormais entre les mains d'une novice incompétente et instable. Les effets ne se sont pas fait attendre. Des commandes ont été mises en attente. Des rendez-vous ont été reportés. Le téléphone, autrefois si actif, est devenu silencieux. La banque, autrefois si amicale, m'a appelé pour faire le point sur nos lignes de crédit. J'étais devenue une paria. Isolée dans la grande maison vide, j'ai commencé à douter. Avais-je eu raison? J'avais gagné le pouvoir, mais j'étais en train de perdre l'entreprise. Le coup le plus terrible est venu de la maison Véron, un distributeur parisien prestigieux qui était notre partenaire depuis les débuts du domaine. Il représentait une part colossale de notre activité. Véron fils, un homme de ma génération, m'a appelé. Il était clairement mal à l'aise. Écoutez, Solène, avec ces histoires de procès, cette instabilité, mes investisseurs sont nerveux.
Je suis désolé, mais nous devons suspendre notre contrat jusqu'à ce que la situation se clarifie. C'était la fin. Sans Véron, nous ne pouvions pas survivre. Ce soir-là, je n'ai pas pleuré. J'étais au-delà des larmes. Je suis descendu au chai, cherchant du réconfort dans l'odeur familière du vin en élevage. C'est là que Fernand, notre maître de chai, m'a trouvé. Il était assis sur un tonneau, m'attendant. « Ils essaient de vous affamer », a-t-il dit sans préambule. Ce n'était pas une question. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Il s'est levé et m'a fait signe de le suivre dans un coin reculé du chai, où étaient entreposées quelques barriques oubliées. « Votre mère venait me voir souvent, les derniers mois », a-t-il commencé. Elle savait qu'elle n'avait plus beaucoup de temps. Elle me posait 1000 questions. Pas sur sa maladie. Sur la vigne. Sur les nouvelles méthodes de taille, sur la fermentation malolactique. Elle voulait tout savoir. Elle disait, je ne serai pas là pour aider Solène, alors je veux qu'elle trouve les meilleures vignes possibles, point. Il a tapoté une des barriques. Et puis un jour, elle m'a apporté un dossier. C'était votre projet de rosé pétillant. Elle m'a dit, Fernand, c'est l'avenir. Mais il ne le voit pas. Faites-le. Faites-le en secret. Pour Solène, point. Il a pris une pipette et a tiré un peu de vin de la barrique. Il en a versé dans un verre et me l'a tendu. Le liquide était d'un rose pâle, presque translucide, avec de fines bulles qui montaient en un cordon délicat. J'ai porté le verre à mes lèvres. C'était une explosion de saveurs, frais, complexe, élégant. C'était mon idée, mais sublimée par le savoir-faire de Fernand et la vision de ma mère. C'était parfait. Le lendemain, sans me dire un mot, Fernand a pris sa voiture. Il a conduit jusqu'à Paris. Il a demandé à voir Véron fils. Il n'a pas plaidé ma cause. Il a simplement posé une bouteille sans étiquette sur son bureau et a dit, goûtez. C'est ça, l'avenir du domaine Lavigne. À 17h, mon téléphone a sonné. C'était Véron. Solène. Le contrat n'est pas suspendu. Il est doublé. Et je veux l'exclusivité sur cette merveille. Ils avaient l'argent et le pouvoir, mais j'avais quelque chose de plus précieux, la vérité. Et la loyauté de ceux que ma mère avait touchés. La décision du tribunal est tombée comme un coup près, net et sans appel. Le testament était valide, la plainte de mon père et de mon frère rejetée. J'étais, officiellement et légalement, la propriétaire majoritaire et la dirigeante du domaine Lavigne. Le jour où j'ai franchi pour la première fois les portes du grand bureau de mon père, non pas comme une visiteuse mais comme la maîtresse des lieux, je m'attendais à ressentir une vague de triomphe. Au lieu de cela, ce fut un sentiment de vertige et une solitude immense. Le bureau était imprégné de lui. L'odeur de son eau de Cologne et du cuir usé de son fauteuil. Le poids des portraits de mon grand-père et de mon arrière-grand-père qui me fixaient depuis les murs. C'était un bastion de pouvoir masculin, et je m'y sentais comme une usurpatrice. Les premiers jours furent un cauchemar. Les employés de longue date, habitués à l'autorité de mon père, me regardaient avec un mélange de pitié et de méfiance. Ils m'appelaient « Mademoiselle Solène », incapable de me voir comme la « patronne ». J'étais submergée par les dossiers, perdue dans le jargon technique de la viticulture et de la finance. Un après-midi, face à un prévisionnel de trésorerie qui ressemblait à du chinois, j'ai craqué. J'ai fermé la porte, je me suis assise par terre et j'ai pleuré. J'ai pensé à tout vendre. Prendre l'argent, fuir cette pression, cette hostilité silencieuse, et retourner à l'anonymat de Paris. L'héritage me semblait un cadeau empoisonné. Mais alors que j'étais au plus bas, l'image du visage buriné de Fernand, me tendant ce verre de rosé, m'est revenue. Et j'ai pensé à ma mère, qui avait mené ce combat pendant 20 ans dans le secret. Je n'avais pas le droit d'abandonner. J'ai séché mes larmes et j'ai pris une décision. Si je ne pouvais pas être le genre de leader qu'était mon père, alors je serais un autre genre de leader. J'ai quitté le grand bureau et je suis allé frapper à la porte de Martine, la chef comptable. Martine était au domaine depuis 30 ans. C'était une femme d'une 50aine d'années, d'une compétence redoutable, mais si discrète qu'elle en était presque invisible. Mon père et mon frère ne l'avaient jamais vue, la traitant comme un meuble. Je me suis assise en face d'elle,
non pas derrière un bureau imposant, mais sur une simple chaise visiteur. J'ai poussé le prévisionnel de trésorerie vers elle. Martine, je suis complètement dépassée. Je n'y comprends rien. Mon père ne m'a jamais rien appris de tout ça. J'ai besoin de votre aide. S'il vous plaît, enseignez-moi. Elle m'a regardée, stupéfaite. Jamais un Lavigne ne lui avait avoué une faiblesse, et encore moins demandé de l'aide. Puis, pour la première fois, j'ai vu un véritable sourire illuminer son visage fatigué. Bien sûr, Solène, a-t-elle dit, et dans ce simple « Solène », sans le « mademoiselle », j'ai compris que j'avais trouvé ma première alliée. Ce fut le véritable début de ma direction. Martine est devenue mon mentor, ma conseillère. Chaque soir, après le départ des employés, nous restions toutes les deux, et elle me dévoilait les secrets financiers du domaine. Ensemble, nous avons mis au jour la mauvaise gestion, mais aussi les forces cachées de l'entreprise. Mon ignorance est devenue ma force. Je posais des questions que personne n'avait jamais osé poser. Pourquoi continuons-nous avec ce fournisseur? Pourquoi ce budget est-il si élevé? J'ai appliqué la même méthode avec tout le monde. Je suis allé dans les vignes avec les ouvriers, j'ai écouté leurs frustrations. J'ai déjeuné à la cantine avec les secrétaires. Lentement, la méfiance a laissé place à la curiosité, puis au respect. Ils ont compris que je ne voulais pas imiter mon père. Je voulais créer quelque chose de nouveau. Ma première grande décision a été de nommer Martine directrice financière, un poste qu'elle aurait dû occuper depuis 10 ans. La joie et la fierté dans ses yeux ce jour-là ont été ma plus belle récompense. Ma deuxième décision, la plus symbolique, a été de faire changer l'imposant panneau à l'entrée. Le lendemain, les lettres de bronze ne disaient plus « Domaine Lavigne », fondé en 1952. Elles formaient un nouveau nom, Domaine Élise Lavigne. Cette décision a fait couler beaucoup d'encre. Un magazine spécialisé a titré « Révolution de velours au domaine Lavigne ». L'article racontait l'histoire de ma mère, cet actionnaire de l'ombre devenu l'âme posthume de l'entreprise. Et c'est là que les lettres ont commencé à arriver, changeant à jamais la portée de mon combat personnel. 18 mois. C'est le temps qu'il a fallu pour que la poussière retombe et que les fondations du nouveau domaine se solidifient. 18 mois de travail acharné, de nuits trop courtes et de cafés trop nombreux. Mais le changement était palpable. La cuvée Élise était devenue notre produit phare, remportant des médailles et nous ouvrant les portes de marché que nous n'aurions jamais imaginées. L'ambiance au domaine s'était transformée. Les réunions, autrefois des monologues autoritaires de mon père, étaient devenues de véritables séances de brainstorming. La peur avait été remplacée par l'initiative. Je n'ai jamais revu mon frère. J'ai appris qu'il avait déménagé à l'étranger, tentant de se lancer dans l'import-export. Mon père, lui, est resté dans la région, reclus dans une petite maison qu'il avait achetée. Il a appelé une seule fois, le jour de mon anniversaire. J'ai laissé la sonnerie s'éteindre, mon cœur un nœud de sentiments contradictoires. J'ai écouté son message plus tard. Sa voix, autrefois si tonitruante, était celle d'un vieil homme, fatigué et fragile. Joyeux anniversaire, ma chérie. J'espère que tu vas bien. Ton rosé, ta mère l'aurait adoré. Il y avait un sanglot étouffé à la fin. J'ai effacé le message. Non par colère, mais par nécessité. Pour avancer, je devais couper les dernières amarres. Ma relation avec lui était une belle ruine, et il était temps d'arrêter de visiter les décombres. Ma paix, je l'ai trouvée ailleurs. Dans les lettres qui affluaient toujours. Une femme qui avait enfin osé demander une promotion. Une autre qui avait créé sa propre entreprise après des années à travailler pour son mari. Ces lettres étaient mon carburant. Elles m'ont poussé à créer la Fondation Élise Lavigne, dont la première mission a été de financer entièrement les études d'une jeune femme brillante souhaitant devenir œnologue. Et puis, il y avait mes visites au cimetière. Chaque dimanche, j'apportais un bouquet de lys et je m'asseyais près de la simple pierre tombale. Je lui racontais tout. Les succès, les échecs, les doutes. Je lui lisais les lettres des femmes qu'elle inspirait. C'était mon conseil d'administration secret, mon ancrage. Un jour, une invitation est arrivée. Une invitation à être l'oratrice principale de la grande conférence annuelle du vin à Paris. La plus prestigieuse de France. Moi.
Solène Lavigne. L'ironie était presque trop parfaite. Le jour J, debout dans les coulisses, le trac m'a saisi. J'étais sur le point de parler devant l'élite du vin, des hommes pour la plupart, qui me voyaient comme une anomalie, une usurpatrice. J'ai fermé les yeux et j'ai pensé à ma mère. J'ai pensé à sa rébellion silencieuse. Et j'ai su que mon discours ne devait pas parler de terroir ou de cépage. Il devait parler de courage. Quand mon nom a été appelé, je suis montée sur scène. La lumière des projecteurs m'a aveuglée un instant. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé. Bonjour. Je m'appelle Solène Lavigne. Et pendant la majeure partie de ma vie, on m'a dit que ma voix ne comptait pas. Un frémissement a parcouru la salle. J'ai continué. J'ai raconté mon histoire. Pas tous les détails sordides, mais l'essentiel. L'histoire d'une fille invisible, mais surtout, l'histoire d'une mère qui avait refusé que l'effacement soit le seul héritage transmis aux femmes de sa famille. Pendant des années, j'ai cru que la réussite signifiait obtenir une place à la table des hommes qui dirigent le monde, ai-je dit, ma voix gagnant en assurance. Je pensais que je devais me battre pour un siège, pour leur approbation. Mais ma mère m'a appris une leçon bien plus puissante. L'héritage le plus précieux qu'elle m'ait laissé n'est pas un pourcentage de capital dans une entreprise. C'est la compréhension que ma valeur, que la valeur de chaque femme dans cette salle, n'a jamais dépendu d'une invitation ou d'une permission. J'ai marqué une pause, balayant l'audience du regard. Le plus grand héritage que ma mère m'ait laissé, ce n'est pas un domaine viticole. C'est une philosophie, n'attendez pas qu'on vous donne une place à table. Parfois, il faut avoir le courage de renverser la table elle-même. Un silence total. Puis, un applaudissement a éclaté, puis un autre, jusqu'à ce que toute la salle soit debout. Ce n'était pas de la pitié. C'était de la reconnaissance. En cet instant, je n'étais plus la fille de mon père, ni même la fille de ma mère. J'étais Solène. Et ma voix, enfin, était à moi. Cette histoire, c'est mon parcours, mais je sais que chacun d'entre vous a mené ses propres batailles, a connu ses propres moments de doute et de courage. Quel est le moment qui a défini qui vous êtes aujourd'hui? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Créons ensemble une communauté où aucune voix n'est laissée dans le silence. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un « j'aime » et de la partager. Chaque partage est une voix de plus qui s'élève. Merci de m'avoir écouté.